6 mois que je travaille sur ce projet, je suis épuisé, hein. J'en ai vraiment... Heureusement que c'est le dernier jour, hein. Vous avez fait du bon boulot. Dans l'association Clark-Costel, le pire, c'est la forme de perfection que l'on retrouve quotidiennement. C'est-à-dire qu'on fait des choses, on les essaye, on s'est donné à fond, on pense que c'est définitif, et en fait non, on revient dessus et on s'aperçoit qu'on peut faire sans doute encore différemment et mieux. Okay. Donc dans ce cadre qui est le nôtre, qui est le cadre d'une salle de montage, puisque on en a eu un certain nombre pour nous pendant ces 2 ans et demi que nous avons passé à la préparation d'Apocalypse. C'est d'ailleurs le livre qui sort en même temps que la série. Alors je le montre bien parce que j'en suis très très fier. C'est un très 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 bel ouvrage qui est fait avec le texte du film, le texte des films et avec les images capturées sur les écrans. Enfin, c'est un livre formidable. Alors donc je vous le montre. Non mais tu vas garder le bouquin. Je vais garder le bouquin comme ça, oui, pourquoi pas. Regarde. Et puis... Parce que tu regardes tout le temps l'écran, ah là. Oui, je le montre à la caméra, voilà. Je suis très heureux de le montrer. Tu peux peut-être nous resserrer un petit peu plus, non? Cette... Voilà, c'est bien. Voilà. Cette mise en train étant destinée à régler le cadre et qu'on comprenne bien que Isabelle Clark et Daniel Costel, c'est une même et unique personne. Nous sommes un. Nous sommes une entité. On a un peu de mal à respirer l'un sans l'autre, en fin de compte. Depuis 20 ans. C'est un couple mythique du cinéma français. Non, mais on est extrêmement complémentaires. On s'élève ensemble. Sonia, qui nous entend nous disputer, nous écharper toute la journée, elle doit rigoler parce que... C'est pas vrai, Sonia? En fait, s'il y en a un qui quitte la pièce, tu comptes le nombre de secondes pour qu'il revienne, parce qu'en fait, tu peux pas avancer voilà, il faut qu'ils soient tous les deux ensemble. Il faudrait parler un peu plus d'Isabelle Clark. Ce qui est important, c'est de bien dire que pendant ces 2 ans et demi, Isabelle Clark a été constamment désagréable et que travailler avec elle a été un cauchemar. C'est à la fois sur le plan d'une sorte de rigueur forcenée, enfin, qui l'amenait à contester tout ce qu'on faisait et à faire en sorte que tout était discuté, tout était analysé. Le projet était... T'as été épouvantable. Pendant 2 ans et demi, t'as été absolument épouvantable. L'enjeu était aussi de taille, et c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait détendu, et que c'était très compliqué de raconter la guerre en 6 heures. Donc ça a été un tour de force, et je crois que... Est-ce que tu avais vraiment envie de raconter la guerre? Est-ce que c'était pas pour une femme quelque chose de très violent et de très douloureux, quoi? C'est vrai que j'ai fait pas mal de cauchemars, puisque j'ai habité avec Daniel Costel pendant 2 ans et demi, mais aussi avec Hitler. Puisque... Mais quel est le pire? Non, mais... Je sais pas. Non, mais sérieusement... Je sais pas. Non, bon... Non, mais c'est vrai que ce qu'on a souhaité faire aussi, c'est être dans la tête des protagonistes, des chefs de guerre, des sans-grades, des victimes. Et c'est vrai que c'est très inconfortable de vivre avec Hitler au quotidien. Comment vous vous situez aujourd'hui dans ce dérochage? Quelle est l'impression que vous avez? L'impression de grandes nouveautés ou l'impression de... Ah, moi j'ai l'impression que on trouve beaucoup de choses
enfin, en tout cas, que nous n'avions jamais vus. Et si nous ne les avions pas vus, il n'y a pas grand monde qui les avait vus, je dirais, sans modestie. Donc il y a vraiment des choses nouvelles. C'est quoi qui transporte ça? Des obus, Des munitions. des munitions. Ah, c'est tellement net, on pourrait voir ce que c'est. Parce que Cartridge. C'est pas des cartouches. Des cartouches. Des cartouches, peut-être de mitrailleuses, des choses comme ça. Oh la vache. Oh, ça c'est formidable. Ça- Regardez, c'est formidable. Ah oui, L'hôpital de campagne. Alors le poste de secours, là, il est très bien. Putain, à ça c'est l'hôpital, oui. formidable. Très très bien. nous, ce qu'on partage avec Daniel, c'est vraiment l'amour des documents. C'est-à-dire lorsqu'on met une cassette dans le magnétoscope, c'est un petit peu quand on rentre dans une confiserie. Et voilà, enfin en tout cas, on espère qu'il y aura des beaux documents, mais c'est vrai qu'il y a une excitation. Et alors, ce que j'ai découvert, c'est que voilà, les documents inédits, on en trouve encore, et c'est ça qui est fantastique. Et alors, il y a aussi ces doubles narrations, la guerre avec la Grande Guerre, et puis ces documents d'amateurs qui nous apportent la dimension humaine. Et ça a été formidable dans cette série. C'est ça que j'ai découvert, c'est vraiment ces documents d'amateurs où d'un seul coup on est au plus près. Je voudrais pas qu'on puisse se méprendre sur la manière dont Isabelle parle du plaisir de voir les documents. Ces documents sont souvent des documents abominables, horribles, et dont on est stupéfié d'ailleurs souvent par le simple fait qu'ils aient été filmés. Il s'agit d'un combat dans une île du Pacifique où deux marines américains enlèvent les dents en or des cadavres japonais. Et c'est affreux. La vraie question, c'était le niveau d'horreur et le niveau des images. La vraie question, c'était le niveau de violence au-delà duquel on ne pouvait pas monter certaines images. En gros, c'est ça. Il y a beaucoup d'images violentes, il y a un avertissement au début du film. Je crois que ces images sont nécessaires, mais elles ne sont pas elles n'ont pas toutes été montées dans le film. C'est-à-dire qu'on s'est censuré aussi. On s'est censuré, tout à fait. Parce qu'il y a des images qui sont, comme on dit, graphiques. C'est-à-dire que là où d'un seul coup, il y a une sorte de complaisance quand le caméraman filme ces choses, où d'un seul coup, on sent, voilà, où il cadre, on a l'impression qu'il va faire un joli cadre, où d'un seul coup, ça devient graphique. Et ça, je crois qu'on s'est vraiment interdit ce genre de documents. On ressent très fort la possibilité de complaisance, de violence, de haine qu'il peut y avoir dans le tournage lui-même d'un caméraman, de quelque camp que ce soit, sur ce qu'il filme. Ça, on s'interdit à ce moment-là de monter l'image. On s'est interdit beaucoup d'images, on a acheté beaucoup d'images, et ce qui reste nous paraît nécessaire et juste. Toute guerre produit que des victimes. Voilà. C'est d'abord un gaspillage inimaginable des ressources. C'est comme un feu de forêt. Je veux dire, d'un seul coup, il y a un pyromane incroyable qui s'appelle Hitler qui met le feu à la planète. Comment les soldats allemands ont pu, dans leur ensemble,
Ça, c'est un mystère pour moi, c'est un mystère insondable. C'est comment un peuple comme le peuple allemand, aussi civilisé, aussi qui a produit de tels chefs-d'œuvre de l'humanité, comment il a pu laisser faire au moins, parce qu'ils n'ont pas tous été nazis. Comment des Allemands ont pu admettre ce qui a été fait, au moins en leur nom, ou ce qu'ils ont fait. La guerre est fatalement une saloperie. On viole, on torture. Regarde même les Américains qui sont quand même assez puritains, regarde en Irak. On torturait. La guerre, c'est une saloperie, voilà, c'est tout. Je ne sais pas si c'est pas dans la nature humaine de faire la guerre. En tout cas, nous, il faut qu'on fasse la propagande contre, ça c'est sûr. Disons, ce qu'on fait là, en gros, c'est de préparer l'émission qui va être montée, l'émission suivante, donc l'émission 6. Et donc, on a à peu près 600 heures de rush sur toute la série, donc à peu près 100 heures de rush par émission. Et donc, avec Sabine, il faut qu'on rende la matière accessible et qu'après on puisse travailler avec. Il faut superviser la post-prod des émissions précédentes, il faut nourrir le montage en documentation, etc. Donc ça... Voilà, je découvre ça, mais c'est passionnant, quoi. C'est vraiment... Daniel Costel nous transmet le virus de l'archive, ce travail... le virus, quoi, l'excitation d'être sur ces images, de découvrir tant de choses, parce que on diffuse 1 heure, mais voilà, on voit 100 heures, on voit les choses en longueur, on voit énormément de choses que malheureusement on ne pourra pas monter, évidemment. Avanti, pronti, via. Rosa Munda, tu sei la vita per me. Rosa Munda, tutti quei baci per me. Au début, j'avais un peu ce réflexe à me dire « Oh, ça c'est magnifique, oh, cette image de guerre, elle est splendide », alors qu'en fait, le mec était juste en face des canons, et pour moi, c'était super bien cadré, alors que c'était factice, fictif, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à décrypter, en fait, à voir si c'était de la propagande ou de la mise en scène, ou si réellement c'était pris sur le vif. Surtout que parfois ça peut être des images anodines en soi, et quand on connaît leur contexte et leur histoire et comment elles ont été filmées et qui est-ce qu'on voit, même s'il se passe peut-être pas des choses incroyables à l'image, ça, des fois, oui, ça donne un sentiment d'être dans l'histoire. Je pense par exemple à une image où on voyait des soldats allemands qui se filment entre eux, ils font du canoë. Bon, rien de plus banal, sauf qu'après on apprend que ce canoë a été loué à un habitant du ghetto en Pologne, et il y a toute une histoire autour de ça. Tout d'un coup on voit ces images et il y a tout l'univers de cette guerre qui se résume dans une image comme ça, et dans une image du quotidien en plus. Je crois que c'est ça ce qui est passionnant, c'est quand on accède au quotidien des gens. C'est vrai que quand on a accès à toutes ces archives, donc à plus de 600 heures d'archives, on se positionne vraiment en tant que témoin privilégié de l'histoire, et ça c'est quelque chose d'à la fois terrifiant et d'à la fois magique, et donc je regrette que le public n'ait pas pu voir tout ce que j'ai pu voir.
On apprend beaucoup de choses sur la Deuxième Guerre mondiale parce qu'en fait, on a l'impression que justement on a tout vu, mais là, comme il y a énormément de documents inédits, et quand on voit des films tournés par des Allemands, des documents amateurs, ça c'est bouleversant parce que c'est la vraie vie, puis ils se filment eux-mêmes, donc on voit leurs petits-enfants jouer avec un petit Panzer à Noël, avec le casque et tout, c'est vrai que c'est assez étonnant. À force de voir énormément d'images, des fois difficiles, on oublie que c'est aussi difficile. Donc des fois, de voir des gens écrasés, hier ils m'ont demandé de trouver des morts dans la neige. Bon, j'ai trouvé plein de morts. Je dis, oh, celui-là il est bien, bien gelé. Bon, on devient complètement un peu bizarre, quoi. Par contre, hier, je ne m'y attendais pas, je cherchais des blessés et j'en ai trouvé en couleur sanguinolent et tout. Là, ça m'a fait drôle, je ne m'y attendais pas. Mais bon, de temps en temps, comme ça, on reprend la réalité. Mais c'est vrai, depuis 2 ans, je vois que des ruines, je vois que des morts. Je vois, bon, enfin, heureusement, de temps en temps, les soldats sont tout vivants, enfin, sont tout mignons, tout beaux, tout vivants. Alors, on les choisit, je marque BG, beau gosse, parce que de temps en temps, c'est un peu désagréable. C'est vrai qu'il y en a des beaux. Mais en même temps, je suis triste parce que je me dis, ils sont sûrement morts. Et bon, ça, c'est le truc un peu dur. Donc ça fait 2 ans que c'est un peu dur, parfois. On peut se poser la question, comment, 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, comment est-il possible qu'il y ait des documents inédits? Eh bien, il y a toute une série de phénomènes qui sont liés à la vie même des cinémathèques qui engrangent ces documents. La Cinémathèque est un organisme vivant, si vous voulez, qui travaille, qui s'organise, qui engrange des documents, qui les catalogue, qui fait des listes, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et le résultat, c'est qu'au bout de 70 ans, eh bien, il y a ce qu'on appelle des fonds émergents, c'est-à-dire des fonds d'archives qui, d'un seul coup, deviennent disponibles. Et alors, ce qui se passe, c'est que nous faisons partie d'un très petit groupe qui ont des réseaux, des amitiés, des gens qui vous téléphonent en vous disant « Tiens, à propos, il nous arrive ceci, ou j'ai ceci, ou j'ai cela ». La haute définition impose aussi une qualité d'image extraordinaire. Donc c'est vrai que sur ce projet, les cinémathèques ont fait l'effort d'aller chercher à la cave les originaux des originaux. Donc c'est vrai qu'on a des documents inédits, je pense en partie, alors il y a les fonds émergents, mais je pense en bonne partie dû au projet lui-même qui imposait des sources fantastiques. C'est assez visuel en fait, même si c'est intéressant. Bon, ça c'est le genre d'image qu'on aurait plutôt tendance à utiliser. À mon avis, illustrer le mieux l'occupation parce que c'est plutôt des ambiances, mais c'est des scènes de vie. Hein, de toute façon. Par exemple, dans les rushs de cette série qui traite de la fin de la guerre. C'est un projet particulier parce qu'on a rarement l'occasion de travailler sur des projets d'aussi longue haleine, puisque là aujourd'hui on est au 4e épisode, mais ça fait déjà près d'1 an et demi qu'on travaille dessus, à intervalles réguliers. Bon, les images d'archives, on en restaure pas mal ici, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, ce sont des images assez rares. On a l'habitude de manipuler pas mal d'images d'archives, et là, à peu près 70% des images qu'on restaure sont des images qu'on n'a jamais vues. Je vais aller sur un morceau pas restauré. On a le ciel avec les pétouilles plus le grain film, et après restauration, on a le ciel sans les pétouilles, enfin disons avec la majorité de pétouilles enlevées, et lissé uniquement sur le ciel pour que ce soit plus agréable à la vue. Simplement, cette machine n'est pas infaillible, il lui arrive de se tromper, même fréquemment, on va dire. Par exemple, on a la croix gammée qui se plie
avec le vent dans le drapeau, et notre dépétouillage a à moitié bouffé cet effet-là. Donc là aussi, il est impératif de revenir en arrière. Donc l'intérêt, c'est de visualiser exactement ce qu'on enlève, les défauts qu'on enlève, ici dans les petits carrés rouges, et donc de vérifier manuellement qu'on n'ait pas enlevé des éléments importants de l'image, et éventuellement de revenir en arrière avant de valider la correction. Ce qui est bien, c'est que, bon là c'est un peu long, toutes ces finitions-là, mais quand on les aura terminées, déjà, le plan aura vraiment un aspect différent. On connaissait les documentaires historiques colorisés, documentaires haute définition historique restaurés colorisés, c'est une grande première. On se posait la question véritablement de savoir si France Télévisions, la production, nous-mêmes, avions, si on s'était jamais posé la question de savoir si une telle entreprise était simplement réalisable. Avec ce qu'on vient d'avoir là, est-ce qu'il ne faudrait pas dire pour Hitler, c'est une sorte d'aberration? Après, sur Hitler. Il faut le faire sur Paulus. Non, il fera des confessions au lieu de signer n'importe quoi. Il faut une dose d'obstination et de volonté, parce que c'est vrai qu'on a appris, moi j'ai aussi appris à vraiment travailler en équipe. Parce que bon, quand on fait un 52 minutes, on est 3, 4, 5. Mais là, d'un seul coup, il y a une équipe avec des personnalités différentes. Il y a eu 3 bébés, d'ailleurs, tout au long de la série. Mathieu Kassovitz a été papa, une de notre monteuse, et le mixeur a été papa. Donc, il y a eu 3 bébés. Et non, mais voilà, je crois que c'est l'obstination. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de disputes aussi entre nous. C'est que tous les deux, on est très obstinés. J'aime bien parler de restitution de couleurs parce que, en fait, en opposition à la colorisation, parce que là, c'est vraiment des images d'époque et qui étaient en couleur. C'est-à-dire que le cadreur, quand il voyait dans son œilleton, il voyait vraiment l'image en couleur. Malheureusement, elle n'était pas sur la pellicule et je crois que c'était un de ses plus gros regrets, certainement. Mais donc, c'est un petit peu pour pallier ce défaut technique de l'époque qu'on n'avait pas encore, enfin cette insuffisance technique, mais c'est comme ça que nos parents, enfin que les gens qui l'ont vécu l'ont vu, quoi. Ils l'ont vraiment vu dans ces couleurs. Il faut retrouver les couleurs. En fait, si on peut parler un petit peu technique, dans un signal de noir et blanc, on a une des composantes de la couleur, qui est la luminance. Il en reste 2 qui ont disparu, qui sont la teinte et qui sont aussi la force de la couleur, la profondeur de la couleur, l'intensité. Donc c'est ces 2 composantes qu'il faut qu'on retrouve. Voilà, donc on a des indices dans les textures, par exemple tout ce qui est textile, tout ce qui est vêtements, quelquefois rien que la texture ou le dessin du tissu, j'ai beaucoup d'images sur lesquelles je me réfère et que je m'appuie sur une base de 25 000 photos à peu près d'époque dans un premier temps, donc qui était d'abord la base, on va dire. Et puis après, quand il y a des difficultés un petit peu particulières, on va rechercher avec les assistants dans des choses plus précises. Par exemple, on avait pour une séquence des shérifs, et on avait besoin de savoir exactement l'uniforme de la couleur des uniformes des shérifs. Et donc là, on a contacté un musée à San Diego, un musée spécialisé justement dans les uniformes de shérifs. Quand
contrairement à une colorisation un petit peu traditionnelle où les couleurs sont assez à plat, ou ce qui n'avait pas très bonne presse dans les années 80, 70, 80 sur les premiers films qui ont été faits, là j'ai essayé de mettre des matières en fait pour rendre les choses beaucoup plus naturelles. Hein, c'est-à-dire que quand on voit du bois, quand on voit des matières un petit peu, ou une pelouse ou des choses comme ça, il s'avère qu'une pelouse, il ne faut pas la mettre verte parce que sinon elle ne va pas être très naturelle. Donc en fait j'extrais des textures naturelles, juste la couleur en fait, que je plaque sur les images, ce qui fait qu'on a quelque chose de plus doux et qui ressemble vraiment plus aux couleurs originales, quoi, plutôt que quelque chose qui serait un petit peu plaqué et un petit peu à plat. Voilà, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu comment on procède. Alors, dans un premier temps, il va falloir détourer des zones de façon à appliquer certaines couleurs en faisant un masque qui va nous donner les limites de ce qu'on va appliquer. Donc je ne vais pas mettre une couleur, mais je vais mettre une texture. Là, en l'occurrence, c'est l'herbe. Je vais aller chercher après celui qui me convient parmi une bibliothèque, quelque chose qui va se rapprocher le plus possible de l'image qu'on veut traiter. Et donc cette texture-là va être appliquée à l'endroit du masque. On voit les variations, on voit que c'est pas uniforme, et c'est ce qui va donner tout le modelé à l'image et tout son côté plus réaliste en fait. Hein. Et en dernier, on va mettre une sorte de filtre qui va le resituer dans l'époque pour que ça puisse se marier avec les images d'origine. On remplit donc avec ces fameuses textures et puis après il faut suivre le mouvement. Voilà, parce qu'on fait pour une image, mais après il faut le dupliquer sur les autres. Mais le problème c'est que ça bouge beaucoup et vite, donc il faut pouvoir recaler les masques image par image et de façon la plus efficace possible. Ce projet Apocalypse, c'est aussi un peu du sur-mesure pour vous? Ah bah, c'est une fabuleuse fresque, hein, oui, donc c'est intéressant de travailler là-dessus, c'est un projet magnifique. Hein. Voilà, maintenant, c'est vrai que c'est un gros travail, quoi. C'est un très gros travail. Les jeunes ont beaucoup de mal à voir les films en noir et blanc. Or, ce que l'on veut, justement, c'est transmettre vraiment cette histoire, transmettre l'histoire de la Deuxième Guerre, de cette nouvelle manière, avec des images qui sont, c'est vrai, en couleur, beaucoup plus proches de nous. C'était une aventure, effectivement, dès le début. On s'est dit, il y a eu énormément de films sur la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il y en aura encore beaucoup, parce qu'on trouve toujours de nouvelles images, et on ne raconte plus la guerre aujourd'hui de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, chaque fois, on s'adapte avec en particulier un montage beaucoup plus rapide, avec une vision, cette fois-ci en plus très originale, c'est que c'est une vision vraiment internationale, vraiment mondiale de la guerre. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réussi, je pense, à intéresser les grandes télévisions étrangères, en particulier la NHK pour le Japon, National Geographic, Channel International, donc, qui représente plus de 60 pays dans le monde entier. Cette série est un gros budget, il y a un énorme budget de production qui est de l'ordre de 4 millions d'euros pour la série, ce qui nécessite donc d'avoir une participation de télévision étrangère. On était parti sur 12 numéros. On s'est dit, on n'arrivera jamais à raconter la guerre en moins de 12 épisodes d'une heure. Et puis au fur et à mesure, en discutant avec la chaîne française, avec France 2, qui a été vraiment moteur avec nous dans cette opération, on s'est rendu compte que ce serait encore plus intéressant de le faire en 6 heures. Et donc on a dû faire, effectivement, avec Daniel et Isabelle, faire des choix énormes, parce que on a ramené, pour faire cette série, 600 heures d'archives qui sont là dans les boîtes, 600 heures d'archives
qu'il va falloir ramener à 6 heures. La série n'aurait pas pu se faire sans Gilbert Courtois. Voilà, alors je voulais prononcer le nom de Gilbert Courtois. Oui, mais je veux le dire comme ça. Alors on va le répéter encore une fois. Gilbert Courtois. C'est pas la même chose. Moi, je pense que la série ne pouvait pas se faire sans Daniel, ne pouvait pas se faire sans Louis, notre producteur, mais elle ne pouvait pas se faire sans Gilbert. Parce que c'est un type extraordinaire, c'est un collectionneur de sons. Et il a donné tout son savoir à notre service et il s'est investi comme un fou. Il est hallucinant. Il est hallucinant. D'abord, il faut vous raconter ça parce que c'est formidable. Il travaille dans une cave. Alors, il s'est installé dans une cave à l'auditorium, n'est-ce pas? Et là-dedans, il peut faire des coups de canon, etc. Et bien même ça ne marche pas. Parce que quand il fait un coup de canon, le 6e étage tremble. Bienvenue. Ce logiciel-là, en fait, qui est un logiciel qui est un échantillonneur numérique où on déclenche le son avec le clavier. Et en fait, au moment où tu appuies sur la note, tu déclenches la boucle. Et en fait, en amont, soigneusement, on a extrait la résonance, c'est-à-dire la dernière balle avec sa propre résonance. Et alors là, lui, où il est fabuleux, c'est qu'au moment où tu relèves le doigt, il te déclenche la dernière note. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu choisis la rafale. Tu peux mettre une balle, 2, 3, pardon. Et il y a toujours la résonance. Alors là, nous sommes sur l'épisode 4 et on est sur une séquence mythique, le raid sur Tokyo avec les B-25 Mitchell. Et moi, j'ai eu la chance de me retrouver au pied de ces 2 avions il y a une dizaine d'années avec mes micros. Et la mise en route des 2 moteurs Wright et la mise des gaz quand on est à quelques mètres et quand on assiste ça, et une fois qu'on a entendu ça une fois dans sa vie, après, on peut plus faire autre chose que de reconstituer ce qu'on a entendu. Donc quand j'ai vu cette séquence, je la connaissais bien sûr, donc j'ai sorti tous mes B-25, et là c'est vrai qu'il faut avoir énormément de matière, parce qu'ils sont de face, ils sont à plusieurs sur le pont, il y a une prise de vue extérieure, on est en intérieur, et là il faut énormément de matière, et là ben, voilà ce que ça donne, donc la reconstitution des B-25 du raid sur Tokyo. Je dirais que la grande différence avec le cinéma et ces images d'archives, c'est que le cinéma, on peut se permettre une espèce de vision tout à fait subjective des sons, on peut extrapoler, on peut gonfler les choses. Mais moi, je ne sais pas faire. J'ai une espèce de règle pour moi où les archives, ces images-là, c'est quelque chose de sacré. Et le plus possible, si on peut être très, très réaliste, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Je dirais que pour la série, à la limite, le plus compliqué à gérer, c'est la masse des informations, parce qu'il y a énormément d'informations, et d'un seul coup, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fabriqué des banques séparées, où à un moment donné, j'ai changé ma façon de travailler. Je ne fais que les explosions, je ne fais que les canons, après je fais que les mitrailleuses, que les avions, que les chars. Alors c'est vrai que on pourrait très bien se dire, bon, il n'y a plus d'anciens, ils ne sont pas là, on pourrait y aller. Ben non. Au contraire, je crois que nous, notre travail, il est le travail de mémoire, pour rendre hommage un petit peu à la production, au travail que fait Daniel, Isabelle. Le son doit être vraiment en adéquation avec leur travail. Et moi, qui suis un grand passionné de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas trahir, je ne sais pas tricher, et donc je vais perdre énormément de temps, mais les sons sont toujours extrêmement justes.
commencé à parler du musicien de la série, le nom de Kenji Kawai s'est imposé très rapidement parce qu'il ne correspondait à aucun des critères qu'on peut imaginer dans un film d'archives parlant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un musicien japonais, spécialiste des mangas, dont le film le plus important, qui a été dans les festivals, s'appelle Avalon. Il y a beaucoup de percussions et un mélange d'acoustique Enfin, et c'est un musicien de science-fiction, c'est un musicien de l'étrange, du fantastique, et d'un seul coup, c'est pas tellement qu'il convenait au film, c'est que le film devait lui convenir. 毎日自宅から飼ってる猫を連れて、ここですね、ここのスタジオに、来ます。そこで作曲をしまして、深夜になったらまた猫を連れて自宅に帰るという日々を、かれこれもう10年以上続けております。僕が普段聴いてる音楽というのは、バート・バカラックとか、あとシャンソンみたいな本当に古い音楽ばかりなんですけど、最近の音楽は全く聴いておりません。僕は東京の品川で生まれました。父も母も、品川で生まれ、品川で育ちました。戦争中、父は長野の方に行ってたようなんですけど、衛生兵だったために、銃も持たなかったようです。あと母は品川でずっと過ごしてたんですけど、東京の空襲が始まってそれを避けるため、伊豆の方に避難してたようです。アポカリプスはとても衝撃的な作品でした。テレビとかで時々第二次世界大戦の映像を見ることがあったんですけど、ここまでリアルな映像を見るのは初めてです。全体的には悲惨なシーンが多くて、絶望や恐怖のイメージの曲が多いんですけど、罪のない一般市民や本当は悪い人間ではないはずの戦士たちの笑顔を見ると、なぜか希望を感じてしまいました。もちろん音楽的には全面的に希望感を出すことは しませんでしたけどね、ところどころに少しだけそういうエッセンスが、希望を感じるエッセンスが入ったらと思いました。少しでも笑顔につながればいいなと思いました。Le 5.1, c'est du son multicanal qui permet à l'auditeur d'être englobé dans l'action, entouré de son. Il y a finalement deux grandes familles de sons. Il y a les sons des batailles, où on a essayé de conserver des écarts dynamiques très 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 importants pour que les coups de canon soient ressentis physiquement par les gens qui vont le regarder. Et ça, c'est... Très honnêtement, moi je ne l'ai jamais vu en documentaire, ce qui a été fait, et le travail de Gilbert Courtois en amont est vraiment assez exceptionnel. Et puis, l'autre famille de sons, c'est ce qui nous permet d'avoir peur lors des grands rassemblements nazis. Parce qu'on est poussé dans la fosse aux lions, on est entouré par cette espèce de foule qui acclame Hitler, par exemple, mais on a la même chose avec Mussolini. Et voilà, on subit en fait le rassemblement. On n'est pas spectateur extérieur à l'action, on est d'un seul coup poussé au milieu de la fosse, et c'est ça qui est tout à fait effrayant. Les nazis profitent de la désunion des partis de gauche, que même Hitler semble vouloir séduire en tendant le poing. Ok, l'enfer. T'es bon, t'es formidable. De rien.
Excuse-moi, première chose, on commence à 15 là, hein? Ah, d'accord, ok. Daniel a aussi une façon très personnelle et très particulière de commenter son propre travail. Et voilà, on a un travail commun pour essayer de respecter ce qu'il est, respecter la façon dont il fait ses choses et en même temps intégrer ma personnalité dedans. Mais c'est vraiment un vrai travail d'acteur. Les Alliés ont débarqué en Italie, occupée par les Allemands. Les armées américaines, anglaises, canadiennes et françaises sont bloquées dans leur avance vers le nord, où sévit encore Mussolini, par une solide défense allemande, la ligne Gustave, à la hauteur du mont Cassin. En tous les cas, le ton est parfait. Hein. Okay. Il y a eu des passages difficiles, des moments... Tous les noms des généraux allemands. Je suis un petit peu dyslexique. J'ai un problème avec les noms à cette consonne à la suite. C'est très difficile d'arriver pour moi à gérer mon petit problème mental. Donc ça a été le gros problème pour moi, c'est apprendre les noms. Mais le reste, ça va. Le caporal Franz Gockel est stupéfié par le spectacle des milliers de bateaux. Il crie « Invasion !» Hitler... L'alerte est donnée. Après invasion, hein, c'est bon jusque-là, formidable. Il crie invasion. Ouais, l'alerte est donnée. Il crie invasion. Globalement, on sent qu'il y a l'alerte est donnée. Une communauté de valeurs entre ce que peut représenter la série et votre investissement, ou ce que vous représentez aussi en tant que cinéaste, en tant que producteur. Moi, je suis vraiment 100% anti-nazi. Donc ça a été vérifié par un petit questionnaire à l'entrée du studio et après on s'est rendu compte qu'on était effectivement sur la même longueur d'onde. Non mais c'est pas difficile tout le monde est concerné par ce qui s'est passé, par le passé, on est tous concernés par ce qui arrive aussi. Donc effectivement, ce qui est intéressant c'est que Daniel et Isabelle sont venus me chercher peut-être dans cette optique-là, peut-être aussi dans l'optique de prendre un réalisateur qui a aussi une politique derrière. Mathieu Kassovitz, bien entendu, on a un immense respect pour lui et une grande admiration pour ses films et pour son talent de comédien. Il était à l'évidence la voix qu'il nous fallait pour un film que nous avons fait ensemble avec Isabelle, qui s'appelle La traque des nazis. Ça arrive sur quoi, ça ? Ça arrive là-dessus. D'accord. Ça arrive là. Cette série est dédiée aux victimes de tous les totalitarismes. Cette série est dédiée aux victimes de tous les totalitarismes. Non, c'est pas bon. Cette série. Mais je peux pas faire cette série. Cette série, là. Je fais pas cette série. Mais il n'était pas aussi impressionné et aussi heureux de faire notre série. On lui a demandé et bon, quelque part, il a pensé qu'il ne pouvait pas refuser. Quoi. Bon. Alors, oui, enfin, il nous a fait miroiter quelques mois. Hein. Et il nous a fait n'osait pas attendre. nous dire non, mais il n'avait pas très envie de le faire. Alors finalement, on a réussi à obtenir son accord. Jusqu'au jour où il a vu la bande-annonce, on lui a envoyé une bande-annonce. Voilà. La guerre éclair commence ici à Danzig, le 1er septembre 1939. Nous raconterons la tragédie de la Pologne, dépecée par Hitler. La Pologne envahie par les Soviétiques qui serrent la main des nazis. Staline fait assassiner les officiers polonais à Katyn. Les commentaires sont d'abord enregistrés par Daniel Costel et donc vous intervenez après. Je dirais même que les commentaires sont d'abord enregistrés par Daniel Costel. Et qu'ensuite, c'est très difficile parce qu'il a il a beaucoup de métiers et puis il a une vraie façon de faire. Donc c'est très difficile d'arriver à se détacher de ça et en même temps s'y coller parce que ça serait trop choquant pour lui aussi. C'est quelque chose qu'il aurait pu totalement commenter lui-même.
Mais je pense que vu la dimension quasi cinématographique qu'a le projet, il voulait intégrer à ça des gens plus proches de ce milieu-là et pour pouvoir aider à scénariser un peu ces archives et ces documents. Donc c'est un vrai travail de réalisateur et d'acteur qu'on a fait. Il me donnait les intentions et j'essayais d'aller dans son sens. Et il a commencé, et ça a été très important pour nous, il a commencé à s'investir dans la série. Il a commencé d'un seul coup à participer, à dire « Ah mais ça va pas, puis ça va ». Et quelque part, c'était Mathieu Kassovitz d'une part, et en même temps l'idée que quelque chose frémissait, qu'on était dans un monde qui était plutôt celui du cinéma, celui d'une certaine révolte, celui d'un certain engagement, et que Mathieu Kassovitz représentait. Ils nous ont permis de connaître Rose, qui le dernier jour de l'apocalypse a écrit le mot « fin » sur une bombe. L'entreprise qui est très intéressante sur ce projet, c'est justement de ne pas en rester là. Et de se dire que ces images-là, qui sont là depuis 50 ans, il faut les renouveler, il faut les actualiser, il faut les rendre accessibles à toute une génération, à plusieurs générations qui n'ont jamais vécu, qui n'ont pas approché ces événements à l'époque. Pour ça, il faut faire appel à des nouvelles technologies qui permettent de recoloriser les images, de retrouver les couleurs d'origine, qui permettent de aussi corriger les défauts de pellicule, de pouvoir passer en HD. Tout ça pour être juste au plus près de cette réalité de l'époque. Parce que nous, effectivement, on voit ces images d'archives, elles sont rayées, elles sont noires et blancs, et ça nous détache de cette réalité parce qu'on se dit peut-être qu'à l'époque c'était rayé, que c'était en noir et blanc. Comme on se dit quand on regarde un Chaplin, que ah ben c'est marrant, à cette époque ils allaient tous à cette vitesse-là, ils marchent tous vite. Non, c'est pas le cas. À l'époque c'était en couleur aussi. Tout au long de cette série, en fin de compte, j'ai pensé à qui j'ai pensé. J'ai pensé à ma mère qui a vécu cette guerre et j'ai pensé à ma fille. Et ça c'était... C'est-à-dire un devoir de mémoire et un devoir d'explication. Je veux dire, à la fois de la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ceux qui ont vécu la guerre et puis de ceux qui n'en savent rien. Ce qui est impressionnant, c'est d'imaginer les 6 à la suite. Et je me disais, se mettre dans une situation de prendre les 6 épisodes en HD, et se les mettre, fermer tout à la maison et se taper les 6 heures d'affilée, et ça doit être assez impressionnant. Night and day we think of you, all you mighty men who serve the red, white and blue, whether near to us or far, please believe no matter where you are, we think of you night and day and night. Surely you know that this feeling for you follows wherever you go, from the desert's burning sands to the frozen cold of northern lands. We think of you night and day, night and day. We say a prayer for you, and we're praying that heaven above will watch you and care for you. Il lui arrive de se tromper, même fréquemment, on va dire. Par exemple, on a la croix gammée qui se plie avec le vent dans le drapeau, et notre dépétouillage a à moitié bouffé cet effet-là. Donc là aussi, il est impératif de revenir en arrière. Donc l'intérêt, c'est de visualiser exactement ce qu'on enlève, les défauts qu'on enlève, ici dans les petits carrés rouges.
Et donc de vérifier manuellement qu'on n'ait pas enlevé des éléments importants de l'image et éventuellement de revenir en arrière avant de valider la correction. Ce qui est bien, c'est que, bon là c'est un peu long, toutes ces finitions-là, mais quand on les aura terminées, déjà le plan aura vraiment un aspect différent. On connaissait les documentaires historiques colorisés, documentaires haute définition historiques restaurés colorisés, c'est une grande première. On se posait la question véritablement de savoir si France Télévisions, la production, nous-mêmes, avions, si on s'était jamais posé la question de savoir si une telle entreprise était simplement réalisable. Avec ce qu'on vient d'avoir là, est-ce qu'il ne faudrait pas dire pour Hitler, c'est une sorte d'aberration? Après, sur Hitler, il faut le faire sur Paulus. Non, il fera des confessions, au lieu de signer n'importe quoi. Bah, il faut une dose d'obstination et de volonté, parce que c'est vrai qu'on a appris, moi j'ai aussi appris à vraiment travailler en équipe. Parce que bon, quand on fait un 52 minutes, on est 3, 4, 5. Mais là, d'un seul coup, il y a une équipe avec des personnalités différentes. Il y a eu 3 bébés, d'ailleurs, tout au long de la série. Mathieu Kassovitz a été papa, une de notre monteuse, et le mixeur a été papa. Donc, il y a eu 3 bébés. Et non, mais voilà, je crois que c'est l'obstination. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de disputes aussi entre nous. C'est que tous les deux, on est très obstinés. J'aime bien parler de restitution de couleurs parce que, en fait, en opposition à la colorisation, parce que là, c'est vraiment des images d'époque et qui étaient en couleur. C'est-à-dire que le cadreur, quand il voyait dans son œilleton, il voyait vraiment l'image en couleur. Malheureusement, elle n'était pas sur la pellicule et je crois que c'était un de ses plus gros regrets, certainement. Mais donc, c'est un petit peu pour pallier ce défaut technique de l'époque qu'on n'avait pas encore, enfin cette insuffisance technique, mais c'est comme ça que les... Mais, au moins en leur nom, ce qu'ils ont fait. La guerre est fatalement une saloperie. On viole, on torture, regarde même les Américains qui sont quand même assez puritains, regarde en Irak. On torturait. La guerre, c'est une saloperie, voilà, c'est tout. Je ne sais pas si c'est pas dans la nature humaine de faire la guerre. En tout cas, nous, il faut qu'on fasse la propagande contre, ça c'est sûr. Disons, ce qu'on fait là, en gros, c'est de préparer l'émission qui va être montée, l'émission suivante, donc l'émission 6. Et donc, on a à peu près 600 heures de rush sur toute la série, donc à peu près 100 heures de rush par émission. Et donc, avec Sabine, il faut qu'on rende de la matière accessible et qu'après on puisse travailler avec. Il faut superviser la post-prod des émissions précédentes, il faut nourrir le montage en documentation, etc. Donc ça... Voilà, je découvre ça, mais c'est passionnant, quoi. C'est vraiment... Daniel Costel nous transmet le virus de l'archive, ce travail... le virus, quoi, l'excitation d'être sur ces images, de découvrir tant de choses, parce que on diffuse 1 heure, mais voilà, on voit 100 heures, on voit les choses en longueur, on voit énormément de choses que malheureusement on ne pourra pas monter, évidemment. Avanti, pronti, via. Rosamunda, tu sei la vita per me. Au
début, j'avais un peu ce réflexe à me dire « Oh, ça c'est magnifique, oh, cette image de guerre, elle est splendide », alors qu'en fait, le mec était juste en face des canons, et pour moi, c'était super bien cadré, alors que c'était factice, fictif, et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris à décrypter, en fait, à voir si c'était de la propagande ou de la mise en scène, ou si réellement c'était pris sur le vif. Les Alliés ont débarqué en Italie, occupée par les Allemands. Les armées américaines, anglaises, canadiennes et françaises sont bloquées dans leur avance vers le nord, où sévit encore Mussolini, par une solide défense allemande, la ligne Gustave, à la hauteur du mont Cassin. En tous les cas, le ton est parfait. Hein. Il y a eu des passages difficiles, des moments... Tous les noms des généraux allemands. Je suis un petit peu dyslexique. J'ai un problème avec les noms à cette consonne à la suite. Ou c'est très difficile d'arriver pour moi à gérer mon petit problème mental. Donc ça a été le gros problème pour moi, c'est apprendre les noms. Mais le reste, ça va. Le caporal Franz Gockel est stupéfié par le spectacle des milliers de bateaux. Il crie « Invasion !» Hitler, l'alerte est donnée. Après invasion, hein, c'est bon jusque-là, formidable. Il crie invasion. Ouais, l'alerte est donnée. Il crie invasion. Globalement, on sent qu'il y a L'alerte est donnée. une communauté de valeurs entre ce que peut représenter la série et votre investissement, ou ce que vous représentez aussi en tant que cinéaste, en tant que producteur. Moi, je suis vraiment 100% anti-nazi. Donc ça a été vérifié par un petit questionnaire à l'entrée du studio et après on s'est rendu compte qu'on était effectivement sur la même longueur d'onde. Non mais c'est pas difficile tout le monde est concerné par ce qui s'est passé, par le passé, on est tous concernés par ce qui arrive aussi. Donc effectivement, ce qui est intéressant c'est que Daniel et Isabelle sont venus me chercher peut-être dans cette optique-là, peut-être aussi dans l'optique de prendre un réalisateur qui a aussi une politique derrière. Mathieu Kassovitz, bien entendu, on a un immense respect pour lui et une grande admiration pour ses films et pour son talent de comédien. Il était à l'évidence la voix qu'il nous fallait pour un film que nous avons fait ensemble avec Isabelle, qui s'appelle La traque des nazis. Ça arrive sur quoi, ça? Ça arrive là-dessus. D'accord. Ça arrive là. Cette série est dédiée aux victimes de tous les totalitarismes. Cette série est dédiée aux victimes de tous les totalitarismes. Non, c'est pas bon. Cette série. Mais je peux pas faire cette série. Cette série. Je fais pas cette série. Mais il n'était pas aussi impressionné et aussi heureux de faire notre série. On lui a demandé et bon, quelque part, il a pensé qu'il ne pouvait pas refuser, quoi. Bon. Alors, oui, enfin, il nous a fait miroiter quelques mois. Hein. Que j'ai pu voir. On apprend beaucoup de choses sur la Deuxième Guerre mondiale parce qu'en fait, on a l'impression que justement on a tout vu, mais là, comme il y a énormément de documents inédits, et quand on voit des films tournés par des Allemands, des documents amateurs, ça c'est bouleversant parce que c'est la vraie vie, puis ils se filment eux-mêmes, donc on voit leurs petits-enfants jouer avec un petit Panzer à Noël, avec le casque et tout, c'est vrai que c'est assez étonnant.
À force de voir énormément d'images, des fois difficiles, on oublie que c'est aussi difficile. Donc des fois, de voir des gens écrasés, hier ils m'ont demandé de trouver des morts dans la neige. Bon, j'ai trouvé plein de morts. Je dis, oh, celui-là il est bien, bien gelé. Bon, on devient complètement un peu bizarre, quoi. Par contre, hier, je ne m'y attendais pas, je cherchais des blessés et j'en ai trouvé en couleur sanguinolent et tout. Là, ça m'a fait drôle, je ne m'y attendais pas. Mais bon, de temps en temps, comme ça, on reprend la réalité. Mais c'est vrai, depuis 2 ans, je vois que des ruines, je vois que des morts. Je vois, bon, enfin, heureusement, de temps en temps, les soldats sont tout vivants, enfin, sont tout mignons, tout beaux, tout vivants. Alors, on les choisit, je marque BG, beau gosse, parce que de temps en temps, c'est un peu plus agréable. C'est vrai qu'il y en a des beaux. Mais en même temps, je suis triste parce que je me dis, ils sont sûrement morts. Et bon, ça, c'est le truc un peu dur. Donc ça fait 2 ans que c'est un peu dur, parfois. On peut se poser la question, comment, 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale, comment est-il possible qu'il y ait des documents inédits? Eh bien, il y a toute une série de phénomènes qui sont liés à la vie même des cinémathèques qui engrangent ces documents. La Cinémathèque est un organisme vivant, si vous voulez, qui travaille, qui s'organise, qui engrange des documents, qui les... Un petit peu à la production, au travail que fait Daniel et Isabelle. Le son doit être vraiment en adéquation avec leur travail. Et moi, qui suis un grand passionné de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas trahir, je ne sais pas tricher. Et donc, je vais perdre énormément de temps, mais les sons seront toujours extrêmement justes. À parler du musicien de la série, le nom de Kenji Kawai s'est imposé très rapidement parce qu'il ne correspondait à aucun des critères qu'on peut imaginer dans un film d'archives parlant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un musicien japonais, spécialiste des mangas, dont le film le plus important, qui a été dans les festivals, s'appelle Avalon. Il y a beaucoup de percussions et un mélange d'acoustique enfin, et d'électronique. C'est un musicien de science-fiction, c'est un musicien de l'étrange, du fantastique. Et d'un seul coup, c'est pas tellement qu'il convenait au film, c'est que le film devait lui convenir. 毎日自宅から飼ってる猫を連れて、ここですね、ここのスタジオに、来ます。そこで作曲をしまして、深夜になったらまた猫を連れて自宅に帰るという日々を、かれこれもう10年以上続けております。僕が普段聴いてる音楽というのは、バート・バカラックとか、あとシャンソンみたいな本当に古い音楽ばかりなんですけど、最近の音楽は全く聴いておりません。僕は東京の品川で生まれました。父も母も、品川で生まれ、品川で育ちました。戦争中、父は長野の方に行ってたようなんですけど、衛生兵だったために、銃も持たなかったようです。あと母は品川でずっと過ごしてたんですけど、東京の空襲が始まってそれを避けるため、伊豆の方に避難してたようです。アポカリプスはとても衝撃的な作品でした。テレビとかで。Le 5.1, c'est du son multicanal qui permet à l'auditeur d'être englobé dans l'action, entouré de son. Il y a finalement 2 grandes familles de sons.
il y a les sons des batailles, où on a essayé de conserver des écarts dynamiques très 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 importants pour que les coups de canon soient ressentis physiquement par les gens qui vont le regarder. Et ça, c'est... Très honnêtement, moi je ne l'ai jamais vu en documentaire, ce qui a été fait, et le travail de Gilbert Courtois en amont est vraiment assez exceptionnel. Et puis, l'autre famille de sons, c'est ce qui nous permet d'avoir peur lors des grands rassemblements nazis. Parce qu'on est poussé dans la fosse aux lions, on est entouré par cette espèce de foule qui acclame Hitler, par exemple, mais on a la même chose avec Mussolini. Et voilà, on subit en fait le rassemblement. On n'est pas spectateur extérieur à l'action, on est d'un seul coup poussé au milieu de la fosse, et c'est ça qui est tout à fait effrayant. Les nazis profitent de la désunion des partis de gauche que même Hitler semble vouloir séduire en tendant le poing. Ok, l'enfer. T'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es formidable. De rien. Excuse-moi, première chose, on commence à 15 là, hein, d'accord, ok. Daniel a aussi une façon très personnelle et très particulière de commenter son propre travail. Et voilà, on a un travail commun pour essayer de respecter ce qu'il est, respecter la façon où il fait ses choses et en même temps intégrer ma personnalité dedans. Mais c'est vraiment un vrai travail d'acteur. Les Alliés ont débarqué en Italie, occupée par les Allemands. Les armées américaines, anglaises, canadiennes et françaises sont bloquées dans leur avance vers le nord, où sévit encore Mussolini, par une solide défense allemande, la ligne Gustave, à la hauteur du mont Cassin. En tous les cas, le ton est parfait. Hein. Okay. Il y a eu des passages difficiles, des moments... Tous les noms des généraux allemands. Je suis un petit peu dyslexique. L'enjeu était aussi de taille, et c'est vrai qu'on n'était pas tout à fait détendu et que c'était très compliqué de raconter la guerre en 6 heures. Donc ça a été un tour de force, et je crois que... Est-ce que tu avais vraiment envie de raconter la guerre? Est-ce que c'était pas pour une femme quelque chose de très violent et de très douloureux, quoi? C'est vrai que j'ai fait pas mal de cauchemars, puisque j'ai habité avec Daniel Costel pendant 2 ans et demi, mais aussi avec Hitler. Puisque... Mais quel est le pire? Non, mais... Je sais pas. Non, mais sérieusement... Je sais pas. Non, bon... Non, mais c'est vrai que ce qu'on a souhaité faire aussi, c'est être dans la tête des protagonistes, des chefs de guerre, des sans-grades, des victimes. Et c'est vrai que c'est très inconfortable de vivre avec Hitler au quotidien. Comment vous vous situez aujourd'hui dans ce dérochage? Quelle est l'impression que vous avez? L'impression de grande nouveauté ou l'impression de... Ah, moi j'ai l'impression que on trouve beaucoup de choses, enfin en tout cas que nous n'avions jamais vues. Et si nous ne les avions pas vues, il n'y a pas grand monde qui les avait vues, je dirais sans modestie. Donc il y a vraiment des choses nouvelles. C'est quoi qui transporte ça? Des obus. Des munitions. Des munitions. C'est tellement net, on pourrait voir ce que c'est. Cartridge. C'est des cartouches. Des cartouches. Des cartouches, peut-être de mitrailleuses, des choses comme ça. Oh la vache. Oh, ça c'est formidable. Regardez, c'est formidable. Ah, l'hôpital de campagne. Alors le poste de secours, là, il est très bien. Putain, ça c'est formidable. Très très bien. Nous, ce qu'on partage avec Daniel, c'est vraiment
l'amour des documents. C'est-à-dire lorsqu'on met une cassette dans le magnétoscope, c'est un petit peu quand on rentre dans une confiserie. Et voilà, enfin en tout cas on espère qu'il y aura des beaux documents, mais c'est vrai qu'il y a une excitation. Et alors ce que j'ai découvert, c'est que voilà, les documents inédits, on en trouve encore et c'est ça qui est fantastique. Et alors il y a aussi ces doubles narrations, la guerre avec la Grande Guerre, et puis ces documents d'amateurs qui nous apportent la dimension humaine. Et ça a été formidable dans cette série. C'est ça que j'ai découvert, c'est vraiment ces documents d'amateurs où d'un seul coup on est au plus près. Une aventure, effectivement, dès le début, on s'est dit, il y a eu énormément de films sur la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il y en aura encore beaucoup, parce qu'on trouve toujours de nouvelles images et on ne raconte plus la guerre aujourd'hui de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, chaque fois, on s'adapte avec en particulier un montage beaucoup plus rapide, avec une vision, cette fois-ci en plus très originale, c'est que c'est une vision vraiment internationale, vraiment mondiale de la guerre. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a réussi, je pense, à intéresser les grandes télévisions étrangères, en particulier la NHK pour le Japon, National Geographic, Channel International, donc, qui représente plus de 60 pays dans le monde entier. Cette série est un gros budget, il y a un énorme budget de production qui est de l'ordre de 4 millions d'euros pour la série. Ce qui nécessite donc d'avoir une participation de télévision étrangère. On était parti sur 12 numéros. On s'est dit, on n'arrivera jamais à raconter la guerre en moins de 12 épisodes d'une heure. Et puis au fur et à mesure, en discutant avec la chaîne française, avec France 2, qui a été vraiment moteur avec nous dans cette opération, on s'est rendu compte que ce serait encore plus intéressant de le faire en 6 heures. Et donc on a dû faire, effectivement, avec Daniel et Isabelle, faire des choix énormes, parce que on a ramené, pour faire cette série, 600 heures d'archives qui sont là dans les boîtes, 600 heures d'archives qu'il va falloir ramener à 6 heures. La série n'aurait pas pu se faire sans Gilbert Courtois. Voilà, alors je voulais prononcer le nom de Gilbert Courtois. Oui, mais je veux le dire comme ça. Alors on va le répéter encore une fois. Gilbert Courtois. C'est pas la même chose. Moi, je pense que la série ne pouvait pas se faire sans Daniel, ne pouvait pas se faire sans Louis, notre producteur, mais elle ne pouvait pas se faire sans Gilbert. Parce que c'est un type extraordinaire, c'est un collectionneur de sons. Et il a donné tout son savoir à notre service et il s'est investi comme un fou. Il est hallucinant. Il est hallucinant. D'abord, il faut vous raconter ça parce que c'est formidable. Il travaille dans une cave. Alors, il s'est installé dans une cave à l'auditorium, n'est-ce pas? Et là-dedans, il peut faire des coups de canon, etc. Et bien même ça ne marche pas. Parce que quand il fait un coup de canon, le 6e étage tremble. Bienvenue. Très honnêtement, moi je ne l'ai jamais vu en documentaire, ce qui a été fait, et le travail de Gilbert Courtois en amont est vraiment assez exceptionnel. Et puis l'autre famille de sons, c'est ce qui nous permet d'avoir peur lors des grands rassemblements nazis. Parce qu'on est poussé dans la fosse aux lions, on est entouré par cette espèce de foule qui acclame Hitler, par exemple, mais on a la même chose avec Mussolini. Et voilà, on subit en fait le rassemblement. On n'est pas spectateur extérieur à l'action, on est d'un seul coup poussé au milieu de la fosse, et c'est ça qui est tout à fait effrayant. Les nazis profitent de la désunion des partis de gauche que même Hitler semble vouloir séduire en tendant le poing. Ok, l'enfer. T'es bon, t'es formidable. De rien. Excuse-moi, première chose, on commence à 15 là, hein? D'accord, ok.
Daniel a aussi une façon très personnelle et très particulière de commenter son propre travail. Et voilà, on a un travail commun pour essayer de respecter ce qu'il est, respecter la façon dont il fait ses choses et en même temps intégrer ma personnalité dedans. Mais c'est vraiment un vrai travail d'acteur. Les Alliés ont débarqué en Italie, occupée par les Allemands. Les armées américaines, anglaises, canadiennes et françaises sont bloquées dans leur avance vers le nord, où sévit encore Mussolini, par une solide défense allemande, la ligne Gustave, à la hauteur du mont Cassin. En tous les cas, le ton est parfait. Hein. Okay. Il y a eu des passages difficiles, des moments... Tous les noms des généraux allemands. Je suis un petit peu dyslexique. J'ai un problème avec les noms à cette consonne à la suite. C'est très difficile d'arriver pour moi à gérer mon petit problème mental. Donc ça a été le gros problème pour moi, c'est apprendre les noms. Mais le reste, ça va. Le caporal Franz Gockel est stupéfié par le spectacle des milliers de bateaux. Il crie « Invasion !» Hitler... L'alerte est donnée. Après invasion, hein, c'est bon jusque-là, formidable. Il crie invasion. Ouais, l'alerte est donnée. Il crie invasion. Globalement, on sent qu'il y a une... Les sons sont toujours extrêmement justes. À parler du musicien de la série, le nom de Kenji Kawai s'est imposé très rapidement parce qu'il ne correspondait à aucun des critères qu'on peut imaginer dans un film d'archives parlant de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un musicien japonais, spécialiste des mangas, dont le film le plus important, qui a été dans les festivals, s'appelle Avalon. Il y a beaucoup de percussions et un mélange d'acoustique enfin, et c'est un musicien de science-fiction, c'est un musicien de l'étrange, du fantastique, et d'un seul coup, c'est pas tellement qu'il convenait au film, c'est que le film devait lui convenir. 毎日自宅から飼ってる猫を連れて、ここですね、ここのスタジオに、来ます。そこで作曲をしまして、深夜になったらまた猫を連れて自宅に帰るという日々を、かれこれもう10年以上続けております。僕が普段聴いてる音楽というのは、バート・バカラックとか、あとシャンソンみたいな本当に古い音楽ばかりなんですけど、最近の音楽は全く聴いておりません。僕は東京の品川で生まれました。父も母も、品川で生まれ、品川で育ちました。戦争中、父は長野の方に行ってたようなんですけど、衛生兵だったために、銃も持たなかったようです。あと母は品川でずっと過ごしてたんですけど、東京の空襲が始まってそれを避けるため、伊豆の方に避難してたようです。アポカリプスはとても衝撃的な作品でした。テレビとかで時々第二次世界大戦の映像を見ることがあったんですけど、ここまでリアルな映像を見るのは初めてです。全体的には悲惨なシーンが多くて、絶望や恐怖のイメージの曲が多いんですけど。Profite de la désunion des partis de gauche que même Hitler semble vouloir séduire en tendant le poing. Ok, l'enfer. T'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es formidable. De rien.
Excuse-moi, première chose, on commence à 15 là, hein? Ah, d'accord, ok. Daniel a aussi une façon très personnelle et très particulière de commenter son propre travail. Et voilà, on a un travail commun pour essayer de respecter ce qu'il est, respecter la façon dont il fait ses choses et en même temps intégrer ma personnalité dedans. Mais c'est vraiment un vrai travail d'acteur. Les Alliés ont débarqué en Italie, occupée par les Allemands. Les armées américaines, anglaises, canadiennes et françaises sont bloquées dans leur avance vers le nord, où sévit encore Mussolini, par une solide défense allemande, la ligne Gustave, à la hauteur du mont Cassin. En tous les cas, le ton est parfait. Hein. Okay. Il y a eu des passages difficiles, des moments... Tous les noms des généraux allemands. Je suis un petit peu dyslexique. J'ai un problème avec les noms à cette consonne à la suite. C'est très difficile d'arriver pour moi à gérer mon petit problème mental. Donc ça a été le gros problème pour moi, c'est apprendre les noms. Mais le reste, ça va. Le caporal Franz Gockel est stupéfié par le spectacle des milliers de bateaux. Il crie « Invasion !» Hitler... L'alerte est donnée. Après invasion, hein, c'est bon jusqu'à la fin. Il crie invasion. Ouais, l'alerte est donnée. Il crie invasion. Globalement, on sent qu'il y a une communauté de valeurs entre ce que peut représenter la série et votre investissement, ou ce que vous représentez aussi en tant que cinéaste, en tant que producteur. Moi, je suis vraiment 100% anti-nazi. Donc ça a été vérifié par un petit questionnaire à l'entrée du studio et après on s'est rendu compte qu'on était effectivement sur la même longueur d'onde. Non mais c'est pas difficile tout le monde est concerné par ce qui s'est passé, par le passé, on est tous concernés par ce qui arrive aussi. Donc effectivement, ce qui est intéressant c'est que Daniel et Isabelle sont venus me chercher peut-être dans cette optique-là, peut-être aussi dans l'optique de prendre un réalisateur qui a aussi une politique derrière. Mathieu Kassovitz, bien entendu, on a un immense respect pour lui et une grande admiration pour ses films.